Cet épisode de French Boss est sponsorisé par Tister, la plateforme de vidéos consommateurs qui permet aux marques de donner la parole à leurs clients. French Boss, le podcast des entrepreneurs voyageurs. Éric Gendry. Bonjour à tous, Corentin Macias, vous avez entendu certainement ce nom, ou du moins vous l'avez lu, puisque sur French Morning, on a consacré un papier à l'activité de ce jeune homme il y a quelques mois. Donc, son activité, vous la connaissez, son visage, en revanche, vous le connaissez probablement moins. Et ça tombe bien, puisqu'il est avec nous aujourd'hui depuis New York pendant une demi-heure. Bonjour Corentin. Bonjour Éric, merci beaucoup de nous recevoir. Merci à vous d'être avec nous, car vous avez vraiment une belle histoire à raconter. Et on a déjà beaucoup parlé des affaires que vous avez faites, de tout ce que vous avez créé dans le papier de French Morning il y a quelques mois. Aujourd'hui, on va plus essayer de cerner qui est l'homme derrière l'entrepreneur. On va avoir une demi-heure pour ça. Et on va commencer avec cette photo qui est derrière moi, cette photo que vous m'avez envoyée, que vous avez souhaité voir figurer derrière moi. Cette photo, c'est New York. Alors, ma première question, c'est un peu un gimmick qu'on a dans cette émission. Ma première question, c'est qu'a représenté, Corentin, la ville de New York dans votre vie professionnelle jusqu'à présent? Je pense que New York, c'est beaucoup de choses. Pour avoir vécu aux États-Unis aussi avant, mais plus sur la côte ouest, j'ai été assez attiré par New York, en fait, par, on va dire, sa multiculturalité. Et puis effectivement, donc c'est là où je vis. Je pense que sur cette photo, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit à la fois Brooklyn, à la fois Manhattan, à la fois vraiment toute l'agglomération de New York. Et je pense que New York, c'est aussi ça, c'est aussi beaucoup de choses différentes. Et je pense que ce qui est intéressant et pourquoi j'ai envoyé cette photo, c'est le fait qu'on voit New York donc depuis un avion. Donc il y a un peu un double sens par rapport à ça. C'est notamment que, en gros, quand j'ai commencé, j'ai fait beaucoup d'allers-retours entre la France et New York. Et donc, pour moi, ça a été très formateur. Et aussi, c'est là où beaucoup de choses se sont passées professionnellement et aussi pour l'entreprise. Et même aujourd'hui, en fait, on a une partie des équipes qui est en France. Et donc, moi, je m'occupe de la partie produit, opération. Donc, opération, c'est très à New York, mais produit, on est très axé sur Paris. Et donc, en fait, même si c'est sans prendre l'avion avec le Covid, je passe quand même beaucoup de temps avec les équipes à Paris. Et donc, je suis toujours un petit peu entre la France et New York. Ça veut dire, Corentin, que cette vision-là, vous l'avez eue je ne sais pas combien de fois dans votre vie. Cette vision de l'atterrissage au-dessus de Manhattan, vous l'avez eue je ne sais pas combien de fois dans votre vie. Exactement. Alors là, en général, c'est presque dans l'autre sens, avec le vol que je prenais, mais oui, je l'ai vu beaucoup de fois. Corentin, on va parler d'abord de, effectivement, cet amour que vous avez des États-Unis. On va en parler tout à l'heure. On parlera également des sociétés que vous avez créées et de votre succès actuel aussi, en deuxième partie de l'émission. Mais auparavant, il y a quelque chose qui est intéressant chez vous, c'est que vous êtes polytechnicien. Alors, ça, c'est quand même pas mal. Je suis pas polytechnicien, j'ai fait mon master. Vous avez fait, effectivement, je m'exprime mal, vous avez fait Polytechnique en parallèle avec une université américaine. Exactement, c'est ça. Racontez-moi, parce que quand même, on a tendance à penser que ça ressemble à Polytechnique. Alors, du coup, un polytechnicien, c'est une personne qui va faire Polytechnique directement après sa prépa. Moi, après ma prépa, j'ai fait une école d'ingénieur à Toulouse. Où c'était assez axé sur la recherche, où il y avait énormément de choses techniques et où en fait en parallèle j'ai fait pas mal d'autres choses, on va dire moins techniques. Et en fait à l'issue de ça, après une césure où j'ai travaillé notamment en Asie et à San Francisco, j'ai rejoint donc en master. Faire un master du coup plus autour de l'entrepreneuriat technologique entre donc l'université de Berkeley aux États-Unis et l'école polytechnique à Paris. D'accord, ça ressemble quand même un petit peu à quelqu'un qui a fait Polytechnique. On a beau être pointilleux sur les mots, ça ressemble un petit peu à ça. Cet amour des États-Unis, cet amour pas seulement des États-Unis, cet amour de l'étranger pour le petit gars de Montpellier que vous êtes, vous êtes originaire de la région de Montpellier. Ça vous a pris tout petit, j'allais dire, ou ça vous a pris quand et pourquoi ?
Bah, en fait, non. En fait, je pense que j'ai même, enfin, aujourd'hui, on va dire, c'est de plus en plus normal de voyager, même assez tôt. J'ai pris l'avion pour la première fois à 18 ans. Ah ouais, vous êtes rattrapé Euh, depuis. c'est ça. Mais en fait, depuis tout petit, j'ai toujours, je pense, aimé sortir de ma zone de confort. Et donc, je suis venu pour la première fois aux États-Unis à mes 18 ans. Et en fait, ça m'a permis de, je pense, découvrir en fait tellement d'autres choses. Et ça m'a engagé, on va dire, vraiment dans une porte de sortie de zone de confort, notamment à l'étranger. Et je pense que c'est aussi un moyen d'apprendre plus rapidement. C'est intéressant de parler avec vous parce qu'il y a tout plein de jeunes, plus jeunes que vous encore. Vous avez quel âge à propos, Corentin? 27 ans. 27 ans. Il y en a des plus jeunes que vous qui effectivement ont un petit peu ces idées d'évasion dans la tête. Est-ce que vous avez toujours eu dans l'idée de créer votre entreprise à l'étranger plutôt que de la créer en France? Et si oui, pourquoi? Alors, pour la première partie de la question, est-ce que j'ai toujours eu envie de créer? Oui. Je pense qu'à l'époque et dans ma jeunesse, je savais pas vraiment ce que c'était une entreprise, je savais pas vraiment ce que c'était une start-up, je savais pas vraiment, j'étais assez étranger à ce milieu, on va dire. Euh, et pour la deuxième partie, la créer aux États-Unis, je pense qu'aujourd'hui, les États-Unis, c'est une terre d'opportunités très très importante pour l'entrepreneuriat, particulièrement pour les startups, d'un point de vue, on va dire, business, du marché, etc., mais aussi d'un point de vue, c'est-à-dire que je pense qu'en tant qu'entrepreneur français aux États-Unis, et particulièrement à New York, on a beaucoup de choses à apporter et on a aussi beaucoup de choses à recevoir, à comprendre, dans lesquelles s'immerger. Et je pense que sur le long terme, c'est des choses intéressantes à ramener en France. Vous pensez que les États-Unis, spécifiquement, puisqu'on parle d'elles, offrent plus pas de débouchés, il est trop tôt pour en parler, mais d'opportunités de création pour un jeune comme vous? Parce que vous avez créé votre première boîte, hein, si je dis des bêtises, vous m'arrêtez. Vous avez créé votre première boîte en 2017, donc vous aviez 24 ans. Est-ce que vous pensez que les États-Unis offrent plus à un jeune de 24 ans l'opportunité de créer quelque chose que ne pourraient le faire d'autres pays? C'est une bonne question. Parce que je pense qu'aux États-Unis, il y a effectivement beaucoup plus d'opportunités, mais surtout quand on est jeune, quand on a besoin de visa, des choses comme ça, il y a aussi beaucoup de barrières. Ouais. Donc c'est une question assez intéressante. Je pense que en pondérant tout ça, oui, mais on a quand même beaucoup de barrières administratives, financières, qui rendent la chose plus difficile, mais qui rendent aussi la chose plus intéressante. Vous savez qu'à French Morning, parce que vous connaissez French Morning, je le sais, on a plusieurs correspondants sur la côte ouest des États-Unis. Vous-même êtes passé par la Californie. Quelle est pour vous la différence essentielle? Et là, c'est aux jeunes entrepreneurs que je m'adresse, hein, c'est pas aux jeunes hommes, c'est aux jeunes entrepreneurs. Quelle est la différence essentielle selon vous entre la Californie pour un jeune entrepreneur et New York? Alors pour l'entrepreneuriat purement parlé, c'est vrai que l'avantage de la Californie, c'est que tout est plus concentré. Tout est tech, tout le monde est dans la tech. Euh, mais au final, en fait, ça donne presque une certaine forme d'uniformisation, on va dire culturelle, même d'un point de vue des entreprises. Ce qui, à New York, il n'y a aucune gloire à être dans la tech. Ah bon. Et ça ouvre beaucoup de possibilités. Ça permet aussi de réfléchir différemment. Ça permet d'avoir une approche différente à l'entrepreneuriat, à la création d'entreprise, à la création de marques, qui est assez intéressante, je trouve. Qu'est-ce qui vous passionnait au départ, Corentin? De créer et de résoudre des problèmes, je pense. Ah, c'est marrant ça, de résoudre des problèmes. Vous avez créé pour résoudre des problèmes, pas pour grandir. C'est ça. Je pense que l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est un moyen d'avoir un impact. Et que dans l'entrepreneuriat, les startups, c'est le moyen le plus, en tout cas avec les outils que j'ai à ma disposition, le moyen le plus efficace et rapide de faire ça. Et la technologie dans ça est encore un outil
Indispensable. Indispensable, ou en tout cas qui accélère les choses. Qui accélère les choses, d'accord. On va parler des boîtes, évidemment, que vous avez créées. On va parler de ce qu'est votre vie quotidienne aujourd'hui d'entrepreneur et des structures que vous faites tourner. En lisant les trucs qui vous concernaient, j'ai noté quelque chose de marrant, mais qui en dit, à mon sens, assez long sur ce qu'a dans la tête le jeune homme. C'est que quand vous avez créé votre entreprise, vous avez fait appel pour vous aider dans cette création à des amis qui étaient des étudiants avec vous. Il y a une espèce de nostalgie de vos études à ce moment où vous avez créé des entreprises? Pas forcément une nostalgie, mais c'est vrai que j'allais plutôt chercher l'humain, peu importe, on va dire, s'ils étaient étudiants ou pas. Et en fait, dans l'entrepreneuriat, on sait que vraiment l'équipe, c'est quelque chose de clé. Et donc, je savais que c'était des personnes sur lesquelles je pouvais compter et qui allait apporter énormément à l'entreprise et au projet. Est-ce que vous avez le sentiment d'être quelqu'un de très éclectique? Je pense que oui. Il y a beaucoup de choses en moi. Et parce que ça se voit quand on lit des trucs sur vous, qu'on écoute des trucs qui vous concernent, des interviews que vous avez données ou autres, on a l'impression qu'effectivement un des moteurs de votre réussite, parce que effectivement on est en face de quelqu'un qui est en train de réussir, on va en parler tout à l'heure. Un des moteurs de votre réussite, c'est précisément cet éclectisme. On va citer tout à l'heure des trucs que vous avez faits. On a du mal à voir le trait d'union entre eux, mais l'éclectisme, c'est un moteur de votre ascension, Corentin? Je pense que effectivement, oui, c'est un moteur tout autant que on va dire la sortie de sa zone de confort. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir la possibilité d'avoir des carrières avec beaucoup de choses différentes, avec beaucoup de vie, d'avoir des carrières dans des carrières. Et c'est quelque chose qui est très intéressant. Ça permet aussi, je pense, d'aborder les problèmes différemment, de regarder un problème, une solution, un business de différents angles. Et je pense qu'effectivement, ça a été un moteur. Oui. Alors, cet éclectisme, on le retrouve effectivement dans quelques mots que je vais prononcer et vous allez m'expliquer quel est le trait d'union entre tout ça. Des écouteurs qui scrutent le cerveau humain. Déjà, moi, je savais pas que ça existait, mais je suis pas de la même génération. Des planches de surf, des lunettes. Quel est le trait d'union entre tout ça, Corentin? Alors, en même temps, quand on est en train de le faire, c'est que des choses que vous avez créées, bien sûr. Hein, j'ai oublié de préciser. Et je pense que en regardant derrière, c'est facile de, comme on dit, connecting the dots. Mais quand on est en train de le faire, on s'en rend pas forcément compte. J'ai commencé mon premier projet entrepreneurial, c'était autour de ce qu'on appelle la retail tech. Donc en fait, les technologies qui permettent aux magasins physiques de disposer de plus de données, de connaître mieux leurs clients, etc. Le deuxième projet, c'est un projet beaucoup plus médical où on bossait en partenariat avec un laboratoire pour permettre de miniaturiser en fait des capteurs de l'activité cérébrale. Et le troisième, c'était donc repenser complètement la chaîne de valeur, de design, de fabrication d'un produit consommateur qui est toujours les planches de surf. Et en fait, en regardant en arrière, en se disant mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui avec Hayware, on en reparlera, mais en fait, on vient voir le lien entre le retail, le médical et complètement repenser un produit, la manière dont il est designé, créé pour créer de la valeur. Est-ce que vous avez eu à chaque fois des passions pour les choses que vous lanciez, que ce soit les écouteurs qui scrutent le cerveau, les planches de surf ou les lunettes ou d'autres choses, parce que j'en oublie très certainement. Est-ce que vous aviez à chaque fois des passions pour ces objets, entre guillemets? Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on est obligé d'être passionné, sinon on peut pas faire ce qu'on fait. Et après, j'ai pas forcément une passion pour les objets en eux-mêmes, mais dans chaque domaine, en fait, il y a des passions et des motivations assez intenses qui vont de la passion de l'accès à la santé, qui vont de la passion pour une discipline
ou pour on va dire une vocation à la rendre beaucoup plus performante, beaucoup plus écologique et à amener en fait des choses dans un domaine. Et en fait, c'est assez intéressant de voir que si on s'y penche pendant assez longtemps, on peut devenir un expert, pas au sens, on va dire, technique du terme, mais on peut vraiment apporter une pierre à l'édifice dans des domaines dont on n'était pas forcément familier, ne serait-ce qu'en quelques années. Ça veut dire qu'on peut se découvrir des passions au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on vieillit. On peut se découvrir des passions jusqu'à 70 ans, toute sa vie. C'est ça que vous êtes en train de nous dire, Corentin. J'espère. Vous l'espérez. C'est ça. En tout cas, pour l'instant, ça s'est avéré être vrai, mais j'espère que ça va continuer. Bon, Corentin, vous allez rester avec nous. Vous savez qu'on a un partenaire dans cette émission à qui on donne sur lequel on donne un petit coup de projecteur à chaque fois en milieu d'émission. La société Tister. Donc, on va prolonger ce rendez-vous bimensuel qu'on a avec la société Tister. Et on va aujourd'hui aller plus loin dans la description du produit qui est proposé par cette société Tister. On en a déjà pas mal parlé. Mais aujourd'hui, on va essayer d'être encore plus clair en parlant du produit et de la manière dont il est conçu. On écoute le directeur commercial de Tister et je vous retrouve juste après. Restez avec nous. Je vais vous parler de Petit Bateau, la marque de prêt-à-porter. Je pense que vous connaissez tous. Donc, ça fait maintenant plus d'1 an qu'on travaille avec eux et quand ils ont commencé à travailler avec nous, ils avaient 3 objectifs. Le premier, c'était améliorer l'expérience utilisateur et la conversion sur leur fiche produit. Le deuxième, c'était accélérer sur la création de vidéos puisqu'ils étaient conscients qu'ils avaient besoin de contenu vidéo pour alimenter leur campagne marketing et améliorer l'information sur leur fiche produit. Et le troisième, c'était donner la parole à leur communauté. Donc, vous imaginez bien que notre solution était à la confluence de ces 3 éléments. Et donc, ils ont décidé de s'appuyer sur les vidéos de leur communauté de consommateurs qu'ils considèrent aujourd'hui comme leurs meilleurs ambassadeurs. Et donc voilà, donc un beau projet qui a bien fonctionné et on est actuellement en échange avec eux pour lancer notre solution de création de vidéos pour leurs équipes, puisque aujourd'hui on fait également de l'employee generated content et c'est quelque chose qui intéresse grandement Petit Bateau pour donner la parole à leurs employés et à leurs équipes pour partager leur expertise et l'histoire derrière les produits Petit Bateau. Petit Bateau, une marque française. Vous savez quoi, Christophe? Je vous demande de réfléchir pour notre dernier entretien à venir, celui qui sera le dernier. Je vous demande de réfléchir à un autre client, peut-être une marque étrangère. Très bien, j'y réfléchis et j'en aurai un pour la semaine prochaine. Il est toujours avec nous depuis New York, Corentin Macias. Vous voyez, la société Tister, c'est des jeunes aussi, des jeunes Français qui ont monté une société, ça marche bien, ils sont à Boston, ça marche bien. Est-ce que vous vous inspirez d'expériences vécues par d'autres, parce qu'ils sont tout jeunes aussi, hein, ils ont quelques années de plus que vous, alors j'allais dire des anciens, mais non, est-ce que vous inspirez de ce que vous voyez? Est-ce que vous cherchez l'inspiration autour de vous beaucoup? Effectivement, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on est obligé de faire ça. Une question qui a toujours été posée et je pense qu'il y a encore posée, malgré qu'aujourd'hui on ait beaucoup plus d'éléments de réponse, c'est est-ce que l'entrepreneuriat peut être enseigné? Est-ce que, on va dire, les logiques autour de ça peuvent être enseignées? Et alors, je pense qu'on peut enseigner des clés, mais c'est surtout qu'on peut d'apprendre l'entrepreneuriat en s'inspirant de ce qui a été fait et de ce qui est autour de nous, effectivement. Vous êtes un entrepreneur atypique parce que d'abord, vous avez plein d'idées, on vous sent capable de créer des entreprises dans tout plein de domaines différents, on en a déjà parlé, mais vous êtes également un entrepreneur atypique dans la mesure où, par exemple, j'ai noté une chose, vous avez fait quelque chose qu'un jeune entrepreneur ne fait pas forcément, c'est que vous vous êtes tourné au moment de créer une entreprise vers quelqu'un qui était déjà un entrepreneur confirmé. Vous avez utilisé la science et l'expérience de quelqu'un pour vous aider. Souvent, un jeune entrepreneur, il est un peu tout fou, tout fringant, il découvre le monde, mais il croit le maîtriser déjà, et il y va tout seul. Et puis, ça fait des réussites superbes, mais ça fait quelquefois, malheureusement, des échecs aussi. Vous avez su vous entourer de gens d'expérience, et notamment à une occasion. Racontez-moi cette occasion. J'imagine que ça fait référence au moment de la fondation de Hayware. Exactement.
Oui, Alexandre Jaïs, donc, qui est mon cofondateur et aujourd'hui le CTO et président de Hayware. Donc, il a un super parcours où il a revendu des boîtes à notamment Facebook. C'est effectivement une approche assez intéressante. J'ai aussi, dans les autres projets, foncé tête baissée avant de me rendre compte que quand on s'attaque à quelque chose d'aussi gros qu'on essaie de s'attaquer aujourd'hui avec Hayware, on est forcément obligé de s'entourer de gens qui ont l'expérience et qui vont aussi nous permettre d'aller plus rapidement et plus loin. Hayware, on y est. Racontez-moi tout sur Hayware, je veux tout savoir. Comment ça a commencé en fait, on s'est rendu compte en regardant un petit peu le marché d'assez près qu'au fond, quand on avait besoin de lunettes, on n'avait pas seulement besoin de lunettes. On avait besoin d'avoir une prescription, on avait besoin d'avoir la santé de nos yeux qui est scrutée par un docteur, et on avait besoin de, on va dire, fabriquer, d'assembler les lunettes. Aujourd'hui, donc en fait, on s'était rendu compte que beaucoup de marques, beaucoup d'entreprises qui s'attaquaient au domaine, leurs produits, c'était des lunettes. Nous, avec Hayware, notre produit, c'est la vision. C'est permettre aux gens de voir. Ce qui est pas gagné, parce que dans un pays comme les US, mais aussi en général, il y a 75% des adultes qui ont besoin d'une correction oculaire. Et on a un pourcentage assez intéressant. On a à peu près une vingtaine de pourcents qui ont des maladies de l'œil affectant la vision. Et donc, en fait, en essayant de réfléchir en qu'est-ce que la vision et comment permettre aux gens de résoudre ça, entre guillemets, de leur permettre d'être au meilleur de leur vision et de leur santé oculaire, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs points. Donc, il y avait toute la partie santé, toute la partie qualité de la vision, et donc ça inclut donc en fait tout ce qui touche à l'œil, et toute la partie lunettes avec la monture, les verres et l'assemblage qui va avec. Et donc c'est un petit peu comme ça qu'on a essayé d'aborder le problème. Au lieu de partir des lunettes, on a vraiment approché le problème de manière globale sur quels sont les bloqueurs aujourd'hui qui font que la vision des gens n'est pas à la hauteur où elle devrait être. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on a commencé à aborder le sujet. Mais pour ça, il faut être un peu médecin, il faut être un peu ophtalmo. Alors moi, je vous savais ingénieur, mais je vous savais pas médecin. Il y a une vraie dimension médicale dans ce que vous venez de nous raconter, Corentin, non? Oui, je pense qu'il faut être un peu fou, effectivement. J'ai pas dit ça. Mais non, mais tout à fait. En fait, on vient faire quelque chose qui est à la croisée de la mode, du médical, du retail, et aussi de beaucoup de technologies dans notre cas. Vous savez que c'est rigolo parce que cette émission donc consacrée aux entrepreneurs français à l'étranger, donc French Boss, qui est bimensuelle, on rencontre tout plein de gens. Et là, en l'espace de quelques semaines, ça fait 2 entrepreneurs, une qui est une femme à Londres et vous, qui traitez de lunettes. L'approche de l'autre était différente. Elle voulait faire des lunettes pas cher. Vous n'êtes pas du tout dans cette optique-là. Vous voulez faire de la qualité médicale, esthétique, enfin de la qualité sur tous les plans. Effectivement, mais ça ne veut pas dire que c'est pas cher. Ça ne veut pas dire que c'est pas cher. En fait, la manière dont on a abordé le problème, comme je disais, c'est qu'on a regardé qu'est-ce qui bloque la vision aujourd'hui, et on a identifié 3 points principaux. Le premier, c'est ce qu'on appelle en anglais la convenience, donc c'est la complexité du système, où aujourd'hui, pour voir tout simplement, on est obligé de prendre rendez-vous chez le docteur, aller chez le docteur, aller chez l'opticien, choisir, faire tout un process très compliqué avec beaucoup d'upsells, etc. Et ensuite revenir chez l'opticien, parce qu'entre-temps, l'opticien va passer commande à un centre de production qui va ensuite envoyer les verres et les lunettes. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est qu'on a donc un prix qui est aux États-Unis un prix moyen de $540 pour un examen et une paire de lunettes, et une qualité qui n'est pas forcément au rendez-vous. Surtout quand on a des prescriptions un peu plus élevées, où là les prix deviennent très rapidement le double de ça. Et donc en fait, on a regardé ces deux aspects
On peut même décomposer en 3 aspects. Donc, la convenience, donc la simplicité, la vitesse et le prix. Et en fait, on a décidé d'attaquer les 3 en même temps, par tous les fronts. C'est-à-dire le front médical, le front commercial opticien et le front industriel. Et donc, en fait, notre concept, c'est de remplacer ces 3 semaines, 3 ou 4 différents stops et un prix moyen de $540 par quelque chose qui est 5 fois moins cher, qui a une meilleure qualité et qui est entre 300 et 500 fois plus rapide. Donc, en tant que client, on arrive dans le magasin Eyewear, on choisit ses lunettes, on fait son examen qui concentre un examen de 45 minutes en une dizaine de minutes et on ressort de là, nos lunettes sont prêtes et on peut repartir avec. Mais là, ce que vous nous dites, ça nous conduit directement au mode de fonctionnement de Eyewear aujourd'hui, parce que pour réussir à faire bien tout ce que vous projetez de faire, c'est-à-dire que ce soit au niveau du design, au niveau de l'œil lui-même, l'ophtalmologie, etc., vous êtes entouré, j'imagine, de spécialistes et de nombreux spécialistes, vu la dimension que semble prendre Eyewear aujourd'hui, non? Tout à fait. On s'est beaucoup entouré. On a aussi été, on va dire, des éponges. On a essayé de vraiment d'aller en Allemagne, rencontrer les fournisseurs de machines, rencontrer tous les possibles fournisseurs de verres, de montures, essayer de comprendre. Et en fait, on a vraiment essayé d'avoir cette approche globale où on prenait tout ce qu'on pouvait prendre, justement des experts, des spécialistes, mais on avait une pensée très différente sur la manière de réaliser les choses, ce qui nous a vraiment permis de penser, de repenser, de retourner la manière dont les choses étaient faites et de le faire vraiment en profondeur. Parce que même si aujourd'hui on a beaucoup de startups qui ont été dans le domaine, il y a eu quelques points qui ont été changés, clarifiés, simplifiés, mais le cœur du fonctionnement n'avait pas encore été touché. Aujourd'hui, on arrive dans les quelques dernières minutes de cette émission, Corentin, ça passe vachement vite. Aujourd'hui, Eyewear, financièrement, ça représente quoi? C'est une croissance démente, non? En fait, même avant financièrement, c'est beaucoup de gens qui travaillent et qui se donnent énormément pour ça. On est à peu près une vingtaine à travailler sur toutes les parties marketing, opérations, finances, médicales et surtout technologie. Et ensuite, on a à peu près une vingtaine à travailler autour du magasin et de vraiment on va dire le cœur du métier là-dedans. On a, pour revenir un petit peu sur des chiffres, on a à peu près on a quelques centaines de clients par mois. Et donc, en fait, toute cette technologie, parce que j'ai pas forcément détaillé encore un petit peu ça, mais en fait, on a créé nos propres logiciels, que ce soit commerciaux, médicaux ou industriels, pour nous permettre donc de simplifier ce processus, de le rendre, on va dire, au moins 5 fois moins cher et de permettre une excellente qualité, principalement parce qu'on est capable de faire du volume. Et donc aujourd'hui, c'est ce qui nous permet de faire des prix très accessibles, tout en faisant des marges assez confortables, parce que les produits de base aujourd'hui, on peut voir des marges, pas chez Eyewear, mais à la fin de la chaîne de valeur, on va dire classique, jusqu'à 60 fois, quasiment. Qu'est-ce que vous appelez des marges confortables? Pour nous, c'est-à-dire que, je pense que c'est pas un secret pour faire. On peut penser même à une paire on va dire de lunettes italiennes dont tout le monde connaît les marques. Le coût de fabrication pour ça, il est d'à peu près entre 10 et $15. D'accord. Et sauf que c'est des choses qui sont ensuite vendues entre 200, 300 et plus de $1000 aux États-Unis. Nous, on est sur à peu près le même coût pour des lunettes donc vraiment de qualité, faites à la main, etc. Et après, on a des prix qui sont autour en panier moyen de à peu près $130. Et on est capable de faire ce genre de marge tout en payant beaucoup de personnes pour de la R&D, pour être dans le magasin, etc., pour que ce soit très efficace, parce que justement, on est capable d'avoir du volume. Et vous, personnellement, Corentin Macias, dans tout ce dispositif qui est celui de Eyewear, vous vous situez où? Où êtes-vous le plus présent
en gros, ça revient à poser la question, qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Parce que vous m'avez dit c'est entreprendre tout à l'heure, mais là, dans cette structure-là, où est-ce que vous êtes le plus présent? La réponse simple, c'est rendre Hayware possible. Dans le sens, comment on a ce problème et comment on en vient à une solution qui fonctionne et qui tourne tous les jours aujourd'hui. Et ça se décompose en, on va dire, 2 axes. L'axe opérationnel, où on va voir comment ça va fonctionner dans le store, quel type de machine on va prendre, quel va être l'enchaînement des choses, a aussi l'opération de l'entreprise en elle-même. Et avec une partie produit où là, ça va être techniquement, qu'est-ce qui nous permet de faire les choses mieux, plus rapide, permettre une excellente expérience client. Donc, c'est un petit peu et donc là, je travaille principalement avec l'équipe à Paris d'une dizaine de personnes, donc d'ingénieurs et de chercheurs pour rendre ça possible. Donc, pour résumer, c'est vraiment le pourquoi, le comment du Hayware. Rendre Hayware possible. Est-ce qu'aujourd'hui, quelques années après sa création, vous avez la certitude que Hayware est possible? Je veux dire, gratifiant, rémunérateur, etc. Possible. Ouais, c'était pas gagné au début. Les premiers mois, on était, mais est-ce que c'est ne serait-ce que possible de faire quelque chose comme ça, de faire des marges sur des choses qui sont 5 fois moins chères, 300 fois plus rapides. Et donc on a essayé de travailler avec beaucoup de gens, on a essayé de comprendre, et on nous a souvent référés comme des fous, ou comme quoi ça serait absolument pas possible. Et ça, on l'a eu de tous côtés, et aujourd'hui on est sûr que c'est quelque chose de possible, de rentable, et qui n'en est qu'au début. Corentin Macias, il a 27 ans, donc il est tout jeune. Est-ce que Corentin, aujourd'hui, il peut dire que son avenir, il ne le voit qu'à l'horizon de Hayware, ou est-ce que déjà, dans la tête du jeune homme qui a plein d'idées, il y a d'autres idées de création d'entreprise dans d'autres domaines? Je pense qu'on est qu'au début. On est qu'au début d'Hayware, on est qu'au début d'une carrière que j'espère très, très complète et très riche autour de l'entrepreneuriat. Il y a tellement de choses à faire. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'étapes. Et à l'étranger? Je pense qu'il y a beaucoup d'étapes à l'étranger, effectivement, aussi. Oui. Merci beaucoup, Corentin. Merci d'avoir été avec nous. C'est un grand moment de fraîcheur, et une fraîcheur qui, en l'occurrence, conduit à la réussite. Bravo pour tout ce que vous avez fait. Et merci d'avoir passé cette demi-heure en notre compagnie. Merci, Corentin. Merci beaucoup. Et bon courage pour la suite, mais vous n'en avez pas spécialement besoin. Bonne chance. À très vite. Au revoir. Au revoir. Cet épisode de French Boss a été sponsorisé par Tister, la plateforme de vidéo consommateur qui permet aux marques de donner la parole à leurs clients.